Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler ou plutôt reparler de DNS avec une actualité du mois de juin 2025, la disponibilité au grand public du service DNS for EU, donc les DNS pour l'Union Européenne, une initiative qui a été cofondée par l'Union Européenne, donc c'est l'Union Européenne en gros qui a mis la main au porte-monnaie comme dans beaucoup de choses, mais ce sont des prestataires du secteur privé qui sont occupés de mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que l'Europe soit équipé de ses propres serveurs DNS. Alors des services DNS à l'échelle européenne, il y en a déjà. Ici, c'est juste une initiative encore de plus. Mais pourquoi c'est un enjeu assez important? C'est un enjeu important à la fois pour la souveraineté. Alors ici, souveraineté à l'échelle de l'Europe. La souveraineté, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant d'autres pays. En particulier, je pense aux géants qui se trouvent aux États-Unis. Ça veut dire que l'Europe est autonome pour la gestion de ses DNS, par exemple avec ce type de prestation. C'est aussi le service DNS un service critique. Si vous avez des attaques sur des services DNS et que vous les faites tomber, il y a une partie d'Internet qui va tomber. Et avec Internet, vous imaginez bien tous les autres services qui peuvent tomber. C'est aussi, et surtout aussi, des problèmes de vie privée, de respect de la vie privée et de compatibilité avec la vie privée, GDPR et compagnie, parce que les services qui ne sont pas hébergés en Europe ne sont pas sensibles aux lois européennes, ou pas directement, et donc il peut y avoir des collectes de données sur les sites auxquels vous vous connectez, auxquels vous avez accès et compagnie. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont importantes à prendre en main à l'échelle européenne pour respecter la législation européenne et pour aussi respecter les citoyens européens dans leur manière d'interagir avec Internet. Et éventuellement aussi respecter les lois européennes ou les lois qui sont spécifiques à certains pays sur des prises de décision de blocage ou de non-blocage de sites, avec tout ce que ça implique derrière, la censure, les choses de ce type-là. Donc voilà, à l'échelle européenne, avoir un service de DNS officiel, qui est un des services de DNS que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est à la fois de reparler très rapidement de comment fonctionnent les DNS, que vous ayez une bonne idée de ce que c'est que ce service de nommage des serveurs sur Internet, donc comment ça interagit en gros avec votre machine et à quoi ça sert, puisque c'est essentiel, dès que vous avez un ordinateur portable ou un smartphone, ces machines vont se connecter sur votre réseau ou via votre opérateur mobile à votre opérateur mobile et vont faire du requêtage sur Internet et vont avoir besoin de savoir où se trouve tel ou tel serveur par rapport à son nom. Si vous faites du Gmail, si vous allez chez Proton pour faire votre mail, mais aussi si vous allez, je ne sais pas, regarder des vidéos sur YouTube de votre vidéaste préféré, eh bien peut-être que vous aurez besoin de services DNS, très, très vraisemblablement en tout cas. Et la dernière chose, c'est que je vais reparler de AdGuard, puisque j'auto-héberge un service DNS chez moi. Alors l'auto-hébergement de service DNS, c'est aussi extrêmement intéressant. Je vais pas revenir dans le détail comment j'ai déployé AdGuard, parce qu'il y a une vidéo dédiée, donc on va pas refaire le détail du déploiement d'AdGuard, mais dans ce service AdGuard, quand j'ai une requête DNS qui arrive sur le serveur AdGuard, lui, il ne sait pas résoudre par défaut le nom, et il va pouvoir demander à des serveurs externes comment on doit résoudre tel ou tel nom de domaine. Et dans les serveurs, en ce moment, j'essaye d'utiliser le service DNS for EU qui s'appelle Join DNS for EU. Ici, je fais des tentatives aussi avec mon DNS local, qui est celui de mon opérateur, juste pour vérifier les temps de réponse, les choses comme ça. Mais en gros, pour vous expliquer, quand j'ai une machine qui rejoint mon réseau local, donc par exemple mon smartphone, cette machine va demander une adresse, donc une configuration, une adresse et des configurations pour pouvoir discuter avec les autres machines du réseau et aller sur Internet. Et ce service AdGuard Home fournit la configuration réseau, donc l'adresse, le masque, les choses comme ça, la gateway, donc pour sortir sur Internet, mais aussi donc le serveur DNS qui est lui-même. Et dans ce serveur DNS, je peux configurer des serveurs DNS, et dans les serveurs DNS que je peux configurer, je peux mettre par exemple DNS for EU, donc ça je vais vous le montrer aussi, que vous ayez une bonne idée de comment on peut auto-héberger son service de DNS, centraliser son service de DNS, de manière à ce que toutes les machines qui sont installées chez vous, quand elles se connectent sur votre réseau, vont demander quel serveur de DNS elles doivent utiliser. On lui répond, utilise moi-même le serveur DNS que j'ai déployé, et c'est ce serveur-là qui, de manière sécurisée, permettra de faire le requêtage DNS pour aller chercher les noms de domaine et puis les adresses IP qui correspondent. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous explique tout ça, ou je vous réexplique tout ça rapidement, que vous ayez une bonne idée de comment ça marche, de à quoi ça sert, et des enjeux de DNS for EU, des choses qui sont un petit peu ratées, puisqu'il y a des choses qui sont un petit peu discutables, et des alternatives aussi que vous avez, puisque moi j'utilise également Quad9, j'utilise DNS0.eu, donc j'ai des alternatives aussi à ce type de service, donc si ça vous intéresse, je vous montrerai très rapidement, une fois que vous êtes équipé, comment on peut mettre ça en place.
Première étape, et je vous le fais à main levée, je suis désolé pour les gens qui ont le mal de mer, je préfère le faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. J'utilise pour ça une petite infographie qui a été faite par, sur ce blog-là, en fait, je ne connais pas cette personne, mais Praven Dandu. C'est pas la meilleure infographie que j'ai pu trouver, mais elle est un petit peu animée, elle est un petit peu sympa, et je peux dire quelques petites choses sur le fonctionnement d'un serveur DNS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serveur DNS? Un serveur DNS, c'est simple, vous démarrez votre téléphone, vous démarrez votre ordinateur portable, et à un moment donné, ces machines vont avoir besoin d'aller accéder à des pages internet. Alors les pages internet, ça peut être directement pour faire du web, donc pour afficher ce que j'affiche ici à l'écran, une page web, mais ça peut être aussi juste pour appeler des API, pour appeler des services, voilà, pour localiser un serveur sur internet, mais pas par rapport à son adresse technique, puisqu'on utilise des adresses IP, en termes d'adresse technique sur internet, mais par rapport à un nom. C'est beaucoup plus simple, à la fois quand on programme, mais aussi en tant qu'humain, de s'adresser à des noms plutôt que s'adresser à des adresses IP, qui d'ailleurs techniquement peuvent changer. Vous pouvez déménager, en gros, changer d'opérateur par exemple, votre adresse IP change. Pour autant, votre service, mypageici.com, est peut-être toujours disponible sur la même adresse mypage.com, elle ne change pas. Donc vous avez besoin d'un annuaire pour résoudre en fait le nom mypage.com et savoir quel est le nom, l'adresse technique, donc l'adresse IP qui se cache derrière mypage.com. Alors comment ça se passe, la résolution d'adresse DNS? Alors on va ici prendre un navigateur internet, mais c'est vrai avec un service quelconque, peu importe. Vous êtes sur votre ordinateur et vous cherchez à accéder, par exemple, au site web de mypage.com. La machine en local ici va essayer de trouver déjà si elle connaît mypage.com, parce qu'elle a peut-être déjà dans le passé, très récemment, posé la question quel est le serveur qui se cache derrière mypage.com. Et donc elle fait une recherche locale, et c'est là où intervient le fichier hosts, que vous connaissez peut-être, que ce soit sous Linux, sous Mac ou sous Windows, puisque vous pouvez venir le modifier pour ajouter des entrées dedans. Ça va demander est-ce que mypage.com, tu le connais, est-ce que dans ton cache, que ce soit ton cache local, ton cache au niveau de l'OS ou compagnie, est-ce que tu connais mypage.com? Est-ce que tu l'as déjà résolu par le passé? Quand? Parce qu'il y a des dates de validité évidemment. Et si tu l'as résolu, quelle était l'adresse IP qui correspondait? On va partir du principe évidemment, parce que sinon ça s'arrête là, que la machine, l'OS, le cache, etc., personne ne sait à quoi correspond mypage.com, donc on va continuer. Donc on arrive à l'étape 3, je ne connais pas, adresse-toi à un résolveur DNS. Le résolveur DNS, je vous l'ai montré ici, par exemple, moi c'est le service AdGuard. Le service AdGuard que j'ai chez moi, il est configuré sur toutes les machines en disant, quand tu connais pas un nom de machine, tu me demandes à ce service-là, tu lui demandes quelle est l'adresse IP qui se cache derrière cette machine. Alors si on prend par exemple mon PC ici, vous voyez que on voit en temps réel toutes les requêtes DNS qui arrivent par une machine en particulier, et on voit tous les noms qui sont demandés avec les résolutions qui sont faites. On va partir du principe ici maintenant qu'on sort du réseau local, donc le serveur AdGuard que vous venez de voir à l'instant ici ne connaît pas non plus cette adresse et va demander à un résolveur externe pour le coup, puisque lui s'il ne le connaît pas il doit s'adresser à quelqu'un, quelle est l'adresse IP qui se cache derrière ce nom de domaine. Et c'est là où intervient des services de DNS, puisqu'on va accéder à ces services de DNS et on va leur demander à eux, des services de confiance en fait, donne-moi l'adresse qui correspond à ce nom. Donc on arrive ici sur la partie Resolver DNS. Donc en gros, je vous passe les grosses étapes, mais il va falloir trouver qui est responsable pour mypage.com. Donc on va d'abord demander à un serveur racine qui est responsable pour .com. Donc .com c'est le .commerce. Donc c'est des noms, des extensions, on va dire historiques du réseau internet. Donc on demande d'abord qui est responsable pour gérer les redirections vers les serveurs de nom pour .com. Ensuite ici on va dire donne-moi maintenant que je sais que c'est toi, dis-moi qui est en ce moment responsable parmi des serveurs de confiance pour le domaine .com. On arrive ici et là on est sur un serveur de nom. Donc, je vous ai passé plein d'étapes techniques parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent ici, mais ici on arrive directement sur le resolver qui permet de récupérer la recherche inverse, donc à partir du nom de domaine, récupérer l'adresse IP. Et donc on dit mypage.com, donne-moi l'adresse qui correspond à ça. Le serveur retourne une adresse IP et peut retourner cette adresse IP à la machine qui a fait la demande, donc votre machine. Et cette machine, maintenant qu'elle connaît l'adresse IP, peut faire la requête directement avec l'adresse IP sur le serveur, le vrai serveur qui héberge le service mypage.com. Et c'est là où je vous l'ai dit, on est obligé de passer par ce service de DNS parce que mypage.com va être stable dans le temps. Quand vous achetez votre nom de domaine mypage.com, vous pouvez imaginer que vous allez le maintenir très longtemps. Un google.com, un gouv.fr, un truc comme ça reste très 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 longtemps.
Alors que le serveur technique avec son adresse IP, vous pouvez avoir envie de changer d'opérateur, de changer de matériel dessus, de changer d'hébergeur. Et donc du coup, vous allez changer d'adresse technique. C'est un peu comme si vous déménagiez. Donc l'adresse, le nom de domaine, en fait, l'adresse par un nom de domaine, c'est comme une adresse virtuelle qui est très stable dans le temps. Mais derrière, il faut toute une mécanique pour trouver où vous vous trouvez vraiment physiquement sur Internet. Voilà, c'est tout ce mécanisme de DNS qui est super important. Et dans toutes ces étapes-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de manières de se faire enfler. Il y a plein de manières qu'un opérateur qui se trouve par exemple ici, mette son propre serveur DNS, vous mente sur les réponses. Vous dites par exemple, le site mypage.com, moi j'ai pas envie que tu y aies accès parce que, je sais pas, pour une raison quelconque, j'ai un partenariat ou j'ai un gouvernement qui m'a dit que vous ne deviez pas avoir accès à mypage.com, je vais vous dire que le site n'existe pas. Et même si l'internet est au courant du fait de l'existence de mypage.com, ce prestataire en question, cet opérateur, ce service, va vous dire que le site n'existe pas. C'est aussi ce qui est utilisé à des fins un peu plus intéressantes, avec les DNS menteurs, pour éviter d'accéder à des sites qui sont compromettants pour votre machine, des sites qui vous volent des données personnelles, des sites qui sont par exemple illégaux. On va dire par exemple siteillégal.com, eh bien le résolveur DNS, qui peut-être le connaît, va dire bah non, ce site-là est dangereux. Dans ce cas-là, je ne vous y donne pas accès, je vous dis juste que le site n'existe pas, et donc la machine va se comporter comme si le site n'existait pas. Et c'est ce que permet aussi de faire des services DNS, dont celui de DNS for EU. Je vous montrerai comment on récupère les adresses, mais vous avez aussi certains de leurs services qui peuvent être avec protection vie privée ou protection anti-piratage et compagnie. Et donc certains sites très bien connus sont filtrés de manière à vous éviter d'accéder à des sites qui pourraient vous être dangereux pour vos machines ou pour vous-même. Voilà en gros comment fonctionne le service DNS, et donc une fois que vous avez compris ce principe général, c'est comme ça en gros que ça fonctionne à peu près tout le temps. Dès que vous avez un nom, il faut le résoudre avec une adresse IP, tout va fonctionner comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un service DNS qu'on maîtrise, puisque vous pouvez faire le choix, en centralisant tout ça, de dire est-ce que mon ordinateur portable, mon ordinateur, mon smartphone, mon ordinateur fixe, mes serveurs, ici j'ai mon NAS, est-ce qu'ils doivent avoir accès à tel ou tel serveur DNS? Est-ce que c'est celui de l'opérateur? Est-ce que c'est celui que j'ai configuré? À quelle fréquence? Est-ce que j'en change régulièrement? Est-ce que j'en tente un autre? Plutôt que venir faire une configuration par machine, ce qui est un petit peu embêtant, vous pouvez faire une configuration centralisée, et quand une machine arrive sur votre réseau, automatiquement elle a accès à ce serveur centralisé qui est configuré pour vous protéger. Vous voyez ici que ça va un petit peu loin, j'ai des blocages par filtre, des blocages anti-hameçonnage, des blocages pour contenu adulte, qui sont désactivés dans la majorité des situations, mais vous pouvez aussi protéger de mauvaise utilisation, bloquer certaines mauvaises utilisations à certains horaires, des choses comme ça. Donc ça peut aller assez loin dans votre gestion des requêtages DNS pour gérer de manière locale chez vous l'accès au serveur DNS et ensuite rebondir, et c'est là-dessus maintenant où on va regarder le rebond, puisque vous voyez ici, dans mes configurations de DNS upstream, c'est-à-dire quand AdGuard Home ne connaît pas un nom, eh bien il va se référer à un serveur de DNS de référence, et par exemple, vous pouvez mettre le join DNS for EU, et c'est lui qui va répondre à la question qui se cache derrière le nom, etc. Et il va répondre avec l'adresse IP qui correspond. Sur n'importe quelle machine que vous allez considérer, qui est bien faite, en tout cas, vous allez pouvoir configurer votre serveur DNS. Pour configurer votre serveur DNS, la plupart du temps, ça passe par de l'autoconfiguration DHCP. Donc ici, vous voyez, mon smartphone se connecte sur mon réseau Wi-Fi. Il s'identifie avec son adresse MAC. Donc l'adresse MAC, c'est la petite adresse exa qui est transmise pour identifier le matériel, on va dire, et par rapport à tout ça, est retourner une configuration DHCP, donc avec différentes informations. Mais je vais vous montrer, donc si on passe en configuration statique, c'est-à-dire la configuration statique, c'est pas un serveur serveur DHCP, donc qui va configurer la machine, mais c'est vous-même. Vous voyez qu'on a ici quelques informations sur l'adressage de la machine et la sortie sur Internet. Vous avez ici l'adresse IP et la longueur du préfixe réseau, donc c'est pour savoir quels sont les chiffres significatifs en gros de votre réseau et ceux qui sont immuables. Donc qu'est-ce qui fait sens pour identifier la machine, et vous avez la passerelle qui permet de dire si c'est pas une adresse locale, à quel serveur, quel IP je dois m'adresser pour sortir de ce réseau local. Et en dessous, vous voyez que vous avez la possibilité de définir ici les DNS. Les DNS, c'est donc les serveurs de résolution de nom que vous pouvez définir. Donc ici, j'ai un 8888, mais on peut définir une adresse locale, on peut définir une adresse internet, et on peut aussi définir autre chose qu'une adresse IP, IPv4 ou IPv6. On peut aussi définir un serveur HTTP, HTTPS si possible, pour faire du DNS sécurisé. C'est aussi une très bonne manière de faire du DNS. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous parle beaucoup d'AdGuard Home, parce que
AdGuard Home permet d'avoir ici un serveur DHCP local à votre réseau, avec une configuration de DNS sur votre AdGuard Home, et donc du coup toutes les machines vont en bénéficier, plutôt que venir sur chaque machine, que ce soit le smartphone, l'ordinateur portable, je sais pas, l'ordinateur pro, la machine de bureau, le serveur NAS et compagnie. Vous faites la configuration une fois sur votre serveur DHCP centralisé, donc AdGuard Home dans mon cas de figure. Vous dites, bah, telle machine, elle a telle adresse IP. Ici, vous voyez, 192.168.125, c'est l'adresse DHCP statique que j'envoie, donc ce smartphone va toujours récupérer cette adresse-là. Mais j'envoie aussi mon serveur DNS, et comme ça, je sais que mon smartphone va s'adresser à mon serveur DNS à chaque fois, et c'est mon serveur DNS qui va prendre des décisions en termes de résolution de nom. Il y a une dernière solution qui est très intéressante, par exemple sur Android, mais c'est le cas aussi sur les machines Apple, sur les machines Windows. Vous pouvez aller dans plus de paramètres de connexion, et ici vous avez une entrée spécifique DNS privé. Les DNS privés, vous pouvez utiliser des réglages, donc par défaut ici moi c'est désactivé, vous pouvez utiliser des DNS automatiques, et vous pouvez aussi ici taper directement le nom d'un DNS privé, d'un fournisseur de DNS quelconque. Donc ça peut être DNS for EU si vous voulez, mais ça peut être un autre DNS. J'utilise AdGuard DNS, qui est un service de DNS, qui est lui aussi disponible sur Internet, et qui respecte partiellement la vie privée, qui n'est pas hébergé en Europe et tout ça, mais qui permet aussi de filtrer les adresses malveillantes. Voilà, donc ça, c'est aussi une manière de configurer son serveur de DNS sur certaines de ces machines, avec ce type de réglage qui bypass en fait le réglage DNS réseau pour dire, bah voilà, utilise ce serveur de DNS pour la machine, qui est un serveur de DNS privé qui va prendre la main par rapport à tous les services de DNS, DHCP et tout ça qu'on peut atteindre. Donc quel que soit ensuite le réseau sur lequel vous êtes connecté, c'est ce serveur de DNS là qui va faire foi. Je vous présente le site donc Join DNS for EU, qui héberge donc le projet DNS for EU. Je le zoome pour que ce soit plus lisible, mais le site ressemble à ça, et pour information, en bas ici, vous avez les différents axes du projet. Vous avez à la fois pour les organisations, donc les gouvernements et les choses comme ça. Vous avez pour la partie technique réseau, donc les telcos, les choses comme ça. Vous avez pour le grand public, ici l'entrée grand public, et puis pour la recherche. Et donc vous allez dans la partie grand public, et c'est là où vous aurez des informations assez haut niveau sur cette initiative. Si vous voulez en savoir plus sur le projet en lui-même, la manière dont il fonctionne et tout ça, vous avez quand même 2 documents PDF très complets. Déjà sur la partie politique des resolvers DNS, qui explique dans le détail comment ils sont faits, pourquoi ils sont faits, qui les opère. En particulier, on voit que c'est Whalebone, donc une société tchèque qui opère le service en lui-même, et je crois qu'il est aussi adossé à une société italienne, dont je ne me rappelle pas le nom, mais on les retrouve quand on cherche les adresses IP, des choses comme ça, des serveurs DNS. On voit aussi qu'ils fonctionnent avec des grands partenaires qui sont assez connus hein, dans le domaine européen de la sécurité, de l'hébergement, des choses comme ça, dont DSEC par exemple, si vous connaissez, qui permet d'avoir des DIN DNS, on va dire, des services pseudo DIN DNS qui sont assez pratiques. Donc vous avez énormément d'informations sur le DNS en lui-même et le fonctionnement du DNS en lui-même, puisqu'il faut savoir que vous avez des DNS neutres, donc des DNS qui vont essayer autant que possible de répondre à la demande de résolution de nom sans filtrage, sans mensonge, voilà, DNS assez pur, qui respecte évidemment la législation, mais vous avez aussi des DNS, comme beaucoup de services, qui permettent d'ajouter des protections, en particulier du filtrage de publicité, filtrage de protection pour l'enfance, et protection aussi contre tout ce qui est sexuel, paris, violence, armes à feu et compagnie. Donc vous pouvez choisir le type de DNS que vous voulez. On vous explique aussi comment il fonctionne en termes de récupération de données, collecte de données, parce que forcément c'est des systèmes qui sont opérés, donc temporairement ils ont accès à quelques informations qui permettent d'identifier les personnes, donc ils ne les collectent pas, parce que c'est ce qui est indiqué, ils fonctionnent bien sous le GDPR, et ça vous explique aussi les objectifs de DNS for EU et tout ça. Donc je vous conseille de les lire avant de dénigrer le projet, avant d'émettre un avis en tout cas dessus, de bien comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent l'anonymisation, comment ils travaillent la protection de la vie privée, des choses comme ça, pour bien voir qu'il y a quand même énormément de concepts qui sont au cœur de ce service. Parce que j'ai vu tout et n'importe quoi sur DNS for EU, en particulier le fait que comme c'est un service européen, c'est pour aller espionner les citoyens européens, leur bloquer l'accès à certaines données, etc. Bon voilà. En tout cas, leur manifeste, leur policy
n'indique pas du tout ça, du tout, c'est assez transparent dans la manière de collecter les infos et tout ça. Il y a par contre des rétentions qui existent, donc même si les données sont anonymisées, il y a quand même des choses qui sont collectées dans des logs pour des crashs, des trucs comme ça, donc on vous explique tout dans le détail, sur la durée de collecte, des choses comme ça, qu'il n'y ait pas de surprise, parce que c'est nécessaire. On parle aussi ici du censorship, et c'est marqué ici, we do not censor. Voilà, donc il y a beaucoup d'informations qui sont présentes dans ces deux documents. Le deuxième document peut aussi vous intéresser, c'est les utilisations prohibées, la gestion de la vie privée et la sécurité du service. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, ce qu'il faut comprendre. Donc c'est Whalebone, l'opérateur principal de ce service, République tchèque. Donc on est bien en Europe, même si vous verrez qu'on sort un petit peu de l'Europe de temps en temps. Si on va sur le site maintenant dans la partie publique, donc fort public, puisque c'est ce qui nous intéresse nous en tant que, on va dire, utilisateur grand public et pas professionnel, vous avez donc des petits panneaux ici qui vous permettent de choisir le DNS que vous voulez retenir. Alors, moi, celui que j'ai retenu, c'est l'unfiltered. Donc vous avez ici un petit bouton Set It Up, et ça ouvre un gros panneau, vous cliquez sur la croix, ça revient sur la page d'origine. Sur cette page, vous allez comprendre, si vous savez comment marche un DNS, vous avez ici les adresses IPv4 du résolveur DNS, donc sur le port 53. Vous avez ici les adresses IPv6, mais ça, je vous dirais, c'est plutôt déconseillé. En tout cas, moi, je vous le déconseille. C'est de la résolution de nom qui n'est pas protégée, donc vous vous adressez à des serveurs via des adresses IP en clair, en brut, et du coup, tout le monde peut voir le trafic. Votre opérateur peut voir le trafic, et s'il y a des intermédiaires qui font transiter vos paquets, les intermédiaires peuvent voir le trafic. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le DNS over HTTP, DNS over TLS. Alors, je crois qu'ils n'ont pas de service DNS Quick, donc pour l'HTTP 3, les trucs comme ça, mais ça va venir. A priori, ça viendra relativement rapidement. Et donc, vous voyez que moi, j'utilise personnellement, en tout cas, le DNS over HTTPS. Je vous montrerai dans un instant comment je le mets dans AdGuard. C'est cette URL-ci. Mais vous avez aussi, donc, comme d'autres services DNS, vous avez des DNS menteurs, donc des DNS qui sont là, qui ne vont pas retourner toutes les réponses, mais parce qu'ils sont configurés pour le faire, soit pour protéger, pour enlever de la publicité, soit pour protéger parce que vous mettez ça sur une machine à destination d'un enfant, donc pour essayer d'éliminer au maximum les risques d'atteindre des dépôts d'images, des dépôts de vidéos, de choses comme ça, ou même des sites complets qui ne devraient pas être vus par des enfants. Vous avez en plus la combinatoire protection des enfants adblocking et protective, qui est, je pense, ce qui est conseillé pour un utilisateur classique. Et vous avez ici donc protective, vous voyez c'est à peu près ce qui change, et puis vous avez les adresses évidemment qui changent en fonction de ça. Donc vous retenez celui qui vous convient, donc soit vraiment unfiltered si vous voulez un truc brut, et c'est vous qui gérez éventuellement si vous voulez le faire les protections, soit vous pouvez avoir des protections. Je voulais aussi vous parler du site URL House, qui est un site suisse, qui permet de comparer les bases de données de protection des différents services DNS. Alors, il n'y a pas tout, mais ça vous permet de voir la différence entre un Quad9 protectif, par exemple un AdGuard, que j'utilise beaucoup. Alors, j'utilise pas tout, mais j'utilise aussi le DNS0EU. Et vous avez, alors Proton, c'est quand on est sur les VPN Proton, et vous avez donc DNS4EU. Il n'est pas si efficace que ça pour le moment, DNS4EU. Il n'est pas mauvais quand on compare à du alors Cloudflare, j'allais dire, mais on s'en moque puisqu'on veut un service européen, donc du Quad9, même si Quad9 je crois est suisse, ou du AdGuard, des choses comme ça. Mais par contre, il est quand même beaucoup moins bon que DNS0EU. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez. En termes de latence aussi, alors je sais pas s'il y a les réponses en termes de latence, mais il faut savoir que actuellement, il est un petit peu plus lent que certains résolveurs DNS, pas beaucoup, et puis ça ne sentira pas tant que ça pour la majorité des usages, mais il est un tout petit peu plus lent, quelques dizaines de millisecondes en plus que d'autres résolveurs que vous pouvez trouver sur le marché. Pour la configuration, avant d'aller dans AdGuard, parce que je vous ai dit, moi je fais tout centralisé dans AdGuard, je vais juste vous montrer comment on s'y prend. Ici c'est dans Windows, donc dans Windows vous allez dans les paramètres, on va aller à la racine, comme ça vous verrez tout. Voilà, je suis à la racine des paramètres. Vous allez dans réseau, ensuite vous allez soit sur Ethernet, soit vous allez sur Wi-Fi si vous avez du Wi-Fi évidemment, et vous avez attribution d'adresse IP et attribution de serveur DNS. Donc si vous voulez modifier juste les DNS, vous allez sur ce bouton-là. Si vous voulez tout modifier, vous faites ici modifier. Donc ici je vous l'ai dit, je suis en DHCP, donc les informations qui sont attribuées à ma carte 10 Gigabit qui est là, entre autres l'adresse IP, plus les autres informations, dont la configuration DNS, tout vient du serveur AdGuard Home avec son serveur DHCP. Parce que c'est le serveur DHCP de mon réseau. Je pourrais faire autrement, et en particulier, je pourrais faire de l'attribution manuelle, donc fixe,
en IPv4, et là vous voyez à nouveau, comme sous Android, comme je vous l'ai montré, adresse IP. Donc le masque, c'est pareil que le /24 que je vous ai montré tout à l'heure, la passerelle pour sortir du réseau local, et puis les DNS, avec la possibilité ici d'activer un DNS sur HTTPS, et donc ici vous tapez votre URL que vous avez pris de DNS for public là, par exemple celle-ci, DNS over HTTPS. Alors, je reviens sur les DNS privés parce que j'ai fait une vidéo sur les DNS privés, je vous ai expliqué dans le détail le principe des DNS privés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez un lien HTTPS, donc un lien sécurisé, chiffré, entre vous et le serveur DNS. Donc il n'y a que vous et le serveur DNS qui connaissez le contenu de ce que vous demandez. Donc quand vous envoyez une requête, quelle est l'adresse IP qui se cache derrière le nom de domaine machin, il n'y a personne d'autre que le résolveur DNS sur HTTPS et vous qui allez être en mesure de savoir ce qui est passé sur le trafic. Et ensuite, vous allez faire votre requête avec l'adresse IP en HTTPS, parce que la plupart des sites maintenant sont en HTTPS sur le serveur en question. Alors évidemment, l'opérateur verra passer l'adresse IP, il verra passer aussi la requête DNS HTTPS vers join DNS for you, mais il n'aura aucune idée, c'est complètement opaque pour lui, il n'a aucune idée de ce que vous faites entre vous et le serveur. Et donc, pour le respect de la vie privée, je peux que vous conseiller d'activer du DNS over HTTPS. Donc la version light de tout ça quand on est sous Windows, c'est de juste changer les serveurs DNS. Si vous voulez modifier les serveurs DNS, vous dites soit c'est ceux qui viennent avec le serveur DHCP, soit vous faites manuel. Et là vous voyez, vous avez exactement les mêmes réglages que je viens de vous montrer, sauf qu'ici c'est limité, restreint sur la partie des configurations DNS. Donc vous pouvez surcharger pour la machine la configuration DNS de la machine, même si votre serveur DHCP vous a déjà donné une configuration de DNS. Et ça c'est particulièrement important, en particulier quand c'est votre box opérateur qui vous fait du DHCP, parce que votre box opérateur va vous donner le DNS de votre opérateur, et le DNS de votre opérateur, déjà il est en clair, et en plus il est assez sale, on va dire, en termes de... il n'est pas transparent en termes de réponse qu'il peut faire. Donc ça peut être très intéressant de modifier les paramètres DNS, soit de la machine, soit globalement. Et globalement, donc ici, moi je le fais sur le produit qui s'appelle AdGuard Home, qui est un open source, qui est mis à jour très régulièrement, qui est adossé derrière à AdGuard, qui fait service DNS plus application aussi d'anti-pub et tout ça, donc blocage de publicité, AdGuard, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc c'est un service qui peut vous permettre déjà de déployer chez vous un serveur de DHCP DNS. Donc vous avez ici la partie DHCP et ici la partie DNS, et de faire plein de configurations. En particulier, vous pouvez rajouter des filtres de blocage, et vous pouvez utiliser des listes pour combiner en fait tous des blocages en disant je veux pas que Microsoft m'espionne, je veux pas que Alibaba m'espionne, je veux pas, voilà, et donc vous rajoutez vos listes et ça vient s'accumuler dans un nombre de règles, et puis automatiquement ça filtre ensuite en fonction de ce que vous avez demandé. Donc ça peut être extrêmement pratique d'avoir ce déploiement DNS DHCP chez vous, et donc je vous avais fait une vidéo dédiée pour ça, donc je ne reviens pas sur le détail. Pour information, ce service pour moi il est déployé ici dans mon serveur de domotique, et c'est fait avec du déploiement Docker. Donc vous voyez ici AdGuard, et vous avez ici la ligne de commande, donc c'est un déploiement AdGuard avec les ports et compagnie et les configurations. Donc je vous le redis une dernière fois, vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus, je n'irai pas plus en détail là-dessus. Et donc pour configurer un serveur de DNS upstream, étant donné que par défaut, donc moi je suis sur Orange, et par défaut donc le serveur Orange c'est la Livebox, c'est 192.168.1.1, le serveur DNS, et c'est la Livebox qui ira demander au serveur DNS Orange comment il doit répondre. Donc c'est par défaut cette entrée-ci. Ici, moi j'ai mis le unfilter, donc vous voyez, je lui dis en upstream, c'est-à-dire dès qu'on va avoir une requête DNS qui arrive sur le serveur DNS de AdGuard, comme lui par défaut il n'a pas de base de données propre où il connaît des informations, il est obligé de demander. Il construit un cache petit à petit, il se peuple avec toutes les informations qu'il collecte, les informations qui rentrent et qui sortent, parce qu'à un moment donné elle périme, donc il les redemande, mais en tout cas, je lui dis d'aller vérifier sur join DNS for EU. Et c'est là où j'en profite aussi pour faire une petite aparté, une petite publicité si vous cherchez d'autres services de DNS, parce que là je vous parle de DNS for EU parce que c'est pas mal, c'est nouveau, ça vient de sortir, et c'est plutôt prometteur dans l'idée, et en tout cas c'est plutôt à cautionner plutôt qu'utiliser des services de DNS, des résolveurs en fait américains par exemple, ou chinois, ou je ne sais pas où vous iriez chercher vos infos. Mais vous avez aussi des résolveurs qui sont à conseiller. En particulier, vous avez l'excellent résolveur DNS 0 EU
que vous pouvez trouver sur le site du même nom, hein, vous allez ici, c'est un résolveur européen, et vous avez aussi plein de configurations qui sont possibles. Donc voilà, vous avez ici des informations que vous pouvez mettre pour tout ça. Vous avez même la version Quick qui existe. Vous avez aussi, si vous en cherchez un très bon, celui que je peux vous conseiller, dans le doute, si vous ne savez vraiment pas différencier tout cela, c'est le Quad9. Quad9, alors je crois qu'ils étaient américains initialement, en tout cas leur siège social était, je sais plus si Ontario ou un truc comme ça, en tout cas c'était américain. Ils sont revenus en Suisse. Alors la Suisse c'est pas l'Europe, enfin c'est l'Europe en termes de continent, mais c'est pas l'Europe en termes de législation et tout ça. Mais chez les Suisses il y a quand même énormément d'initiatives, en particulier l'excellent Proton. Si vous connaissez Proton, moi je suis client maintenant de Proton. Pour combien de temps j'en sais rien, mais j'ai tous leurs services activés chez moi, en particulier donc le mail, le VPN. Proton Pass pour la sauvegarde des mots de passe et trucs comme ça, et ça permet quand même un bien meilleur respect de la vie privée que les services de Google, d'Apple et d'autres. Donc serveur qui est, à ma connaissance en tout cas, qui respecte la législation suisse, qui a surveillé aussi, hein, que ce soit la législation européenne, suisse, américaine ou peu importe. Il y a beaucoup d'attaques sur les libertés, la vie privée, l'indépendance d'Internet, les choses comme ça, donc à surveiller. Il y a quelques attaques en ce moment en Suisse sur l'implémentation de backdoor, sur des services, des trucs comme ça, qui concerneraient par exemple des services comme Proton ou Quad9, donc à surveiller fortement. Et vous avez aussi le très très bon AdGuard, donc je vous l'ai dit, AdGuard c'est la société qui fournit gratuitement en open source AdGuard Home. Ils ont aussi un service DNS, donc voilà le DNS AdGuard, DNS Query. Vous en avez d'autres, hein. Ici je vous ai dit, je vous ai mis le DNS 10 de Quad9, mais si on va chercher quad9.net, je vous fais le même truc, comme ça vous généraliserez avec les autres. Quand vous faites More Options ici, vous verrez que vous avez différents services. Vous avez un service qui est complètement sécurisé, DNSSEC et compagnie, et vous avez les URL qui sont là, c'est le DNS Quad9, donc c'est le super défaut. Vous avez le DNS 11, qui est avec blocage de malware et compagnie. Vous avez un DNS un peu plus pur qu'est le DNS 10. Et je pense qu'ils en avaient d'autres, à mon avis, ou ils en ont toujours d'autres et ils sont cachés ailleurs. Mais vous avez vraiment des variantes qui existent. Et quoi qu'il arrive, je vous conseille d'utiliser toujours, hein, la version HTTPS ou la version TLS. Et d'ailleurs, ici, AdGuard supporte aussi bien les versions HTTPS que TLS. On voit des exemples ici, TLS, HTTPS, Quick. Il fait vraiment de tout, dont du Quick, donc c'est plutôt pas mal si vous avez un serveur Quick. Ça va beaucoup plus vite, a priori, comme type de trafic. C'est de l'HTTP3 Quick comme H3, c'est de l'HTTP3. À ma connaissance, en tout cas, je ne suis pas regardé dans le détail sur la partie DNS, mais donc c'est des protocoles UDP et tout ça, ça va un petit peu plus vite que du TCP, donc je vous conseille de passer plutôt sur ce type de protocole si vous le pouvez. Si je reviens sur le tableau de bord, je vous montre comme ça vite fait, vous voyez ici mes machines avec le type de requêtage qu'elles peuvent faire, et les requêtes DNS, je ne bloque rien, ici, en tout cas j'ai rien bloqué sur la dernière période, juste pour pouvoir vous montrer ce qui s'y passe. Vous voyez que Arlo, c'est hallucinant comment ils se permettent de faire du requêtage DNS dans tous les sens. Vous avez de l'IoT, alors je sais pas ici, je ne me rappelle plus, je crois que c'est la tondeuse robot, mon robot aspirateur, mais c'est pareil, c'est de la folie. Netatmo, ils s'arrêtent pas non plus de faire du requêtage, c'est plus léger, mais ils en font quand même beaucoup. Philips Hue, qui fait aussi beaucoup de requêtage, donc il y a énormément de choses qui sont faites avec la domotique, et j'utilise toujours les très bons services Kaspersky pour l'antivirus, malgré le fait qu'il soit d'origine russe, ça reste quand même le meilleur antivirus qui existe sur le marché, et donc j'ai toujours un antivirus Kaspersky pour protéger mes machines. Mais vous voyez, il y a un peu de tout, du Google, du YouTube, du LinkedIn, du Live, donc ça c'est du Microsoft. Vous voyez que finalement, même si j'ai des machines Windows, il n'y a pas tant de Microsoft que ça. Il y a du Bing, des choses comme ça. Alors peut-être ils dialoguent avec, en opaque, avec des adresses IP, des trucs comme ça, mais en tout cas, on ne voit pas passer beaucoup de Microsoft dans tout ça. Bizarrement, c'est pas les pires de l'histoire. Et donc ici, on voit les deux types de DNS que j'ai en place. C'était juste pour vérifier, on voit que alors ici, forcément, en plus, on n'est pas en local, hein, mais on voit que on est pas mal quand même. On a un temps de réponse de 32 millisecondes pour une requête sur Internet en HTTPS, pour le DNS for You. Lorsque la même requête, enfin le même type de requêtage, puisque j'ai basculé l'un à l'autre, que je fais sur la Livebox, donc en local, on est 10 millisecondes inférieur. Donc c'est pas horrible. Je trouve que le service DNS for You est pas mal en termes de latence et tout ça. Alors ça va dépendre évidemment du type de réseau que vous avez, de l'opérateur que vous avez, des liens de peering qu'il a avec d'autres opérateurs, mais ça répond vraiment très bien.
et j'ai pas de souci particulier à vous le conseiller ou à l'utiliser. Alors on arrive maintenant juste dans une petite news que j'ai vue qui est sortie très récemment, c'était la semaine dernière je crois, en tout cas moi j'en ai eu connaissance la semaine dernière, j'étais en train de préparer cette vidéo, du coup je l'ai décalé un tout petit peu le temps de prendre connaissance. Je pense que ils en font un peu trop sur le sujet, mais je voulais vous en parler quand même parce que, mine de rien, la souveraineté du service qu'on déploie, c'est quand même important. Alors, il se trouve que la personne qui fait cet article et la personne qui l'a relayé, je pense a très bien compris le sujet de l'article, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que la personne technique a fait comme test. Alors, je les ai rejoués, tous ces tests-là, et je confirme les observations qui sont faites. Donc, j'ai fait exactement tout avec la partie telnet pour aller chercher la manière dont les résolutions de noms se font, les résolutions BGP et tout ça. C'est vraiment ce qui se produit, ce qu'on observe. Et effectivement, il y a un routeur, il y a un AS qui est celui-ci en fait, qui intervient dans la liste des résolutions. Donc ici, on est sur DNS4EU. Ici, je crois, on est sur un opérateur qui est l'opérateur italien partenaire du projet. Donc ici, je crois qu'on est sur un Telecom Italia ou quelque chose comme ça. Et là, ici, on est effectivement sur un opérateur qui est en Grande-Bretagne. On le voit ici, Grande-Bretagne. Et c'est un partenaire européen financé par l'Europe. Enfin voilà, c'est un projet européen. Alors c'est pas un opérateur, c'est un prestataire qui est ici, un fournisseur de services. Cependant, il est localisé en Grande-Bretagne et ça pose un problème. Ça pose un problème parce que logiquement, il suit la réglementation anglaise, par définition. Donc déjà, il n'a rien à faire dans cette initiative-là, parce que c'est une initiative européenne souveraine, donc on s'attend à ce que ce soit purement européen. Je vous rappelle que les Anglais ont fait le choix de ne plus être en Europe, et donc, par définition, ils ne sont plus en Europe. Mais ce qui pose réellement problème, c'est qu'en plus, l'Angleterre fait partie du conglomérat Five Eyes avec, en particulier, les Américains. Et donc, ça veut dire que ce qui se passe ce qui transite par leur serveur, potentiellement, peut être surveillé par, en particulier, la NSA. Alors, ça ne veut pas dire que, de toute façon, le reste des serveurs qui est en Europe ne peut pas être surveillé par, je ne sais pas, des agences gouvernementales européennes. Mais ça veut dire qu'en tout cas, la NSA ne devrait pas avoir la possibilité technique d'interagir avec le trafic de nos DNS européens. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est le cas, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Peut-être que le projet a traîné en longueur, ou voilà, puisque c'est quand même un projet qui a 5-6 ans maintenant. Mais en tout cas, on se retrouve avec dans la suite des serveurs, des AS, on se retrouve avec un nombre ici qui est effectivement chez un Anglais, et je pense qu'effectivement ça ne devrait pas être le cas. Les autres reproches qui sont faits sont justifiés, c'est d'utiliser du Cloudflare, du Google, mais honnêtement c'est juste pour faire la polémique. Je suis d'accord avec le fait que ça pourrait être mieux, mais c'est juste parce que l'hébergement du service mail et du serveur web qu'on trouve ici utilise des services qui sont des services Google et des services Cloudflare. Et quand on connaît la qualité des services Cloudflare, en particulier pour les dénis de services et trucs comme ça, on comprend qu'on ait envie de se mettre derrière du Cloudflare. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas débrayer la partie Cloudflare et rendre le site directement joignable, donc on peut, si on le souhaite, être complètement indépendant. C'est juste qu'on est protégé contre des tentatives de faire tomber le site internet. Donc voilà, là-dessus, c'est beaucoup moins problématique, beaucoup moins discutable. Donc je pense que c'est un faux problème. Par contre, cette histoire de serveur anglais, j'aimerais bien que ce soit déjà pris en compte par le projet DNS4EU, et ensuite aussi amélioré, parce que c'est pas, je pense, normal. Donc je vous fais pas la démo, je l'avais faite moi avec le Telnet et compagnie, les WIZ, qui montrent bien opérateur italien, opérateur anglais et tchèque ici, puisqu'on est sur DNS4EU qui est principalement opéré en République tchèque. Mais voilà, on a les informations si vous voulez, et puis vous pouvez reproduire, il y a tout ce qu'il faut ici pour vérifier que les informations sont toujours vraies au moment où vous faites le test, et vérifier aussi qu'il ne se trompe pas dans ce qu'il annonce. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de DNS pour un rafraîchissement et surtout en termes d'initiative pour DNS4EU. Vous l'avez vu, elle n'est pas parfaite cette initiative, d'autant plus qu'elle est juste fondée par l'Union Européenne, donc il y a beaucoup de prestataires privés qui interviennent sur le projet. J'aurais préféré, très honnêtement, quitte à utiliser des fonds européens, parce que j'imagine en plus que c'est pas un petit peu d'argent qui a été dépensé là-dedans, que ce soit des choses qui soient beaucoup plus pointues techniquement, qui soient mises en place, avec de l'open source, en s'assurant de quel prestataire le fait, avec une certaine ouverture, on va dire, des explications sur comment c'est déployé, comment on s'assure que cette infrastructure qui est critique ne tombe pas en panne, quelles sont les garanties en termes de redondance et de choses comme ça, puisque c'est géographiquement déployé dans plusieurs data centers.
Il y a des services qui sont plus transparents là-dessus, et qui pourtant sont un peu plus opaques dans leur manière de fonctionner. Mais en tout cas, c'est assez intéressant d'avoir ce type d'initiative pour tout doucement faire une transition et ne pas dépendre des services américains, et ne pas dépendre évidemment des géants chinois qui sont aussi là au tournant. Donc avoir des choses qui fonctionnent en Europe, qui sont dépendants de services européens, et sur des sujets aussi critiques que les serveurs DNS, qui sont à la fois une problématique de criticité de votre infrastructure. Alors je parle de chez vous, mais bon, si on vous coupe internet pendant 1 heure, c'est pas non plus critique, ça va être embêtant, mais c'est pas critique. Mais si on coupe des serveurs DNS à des systèmes bancaires ou à des systèmes de réservation, je sais pas quoi, bah vous allez vite comprendre que c'est beaucoup plus embêtant tout de suite, et c'est important donc d'avoir une infrastructure sur laquelle on a un peu plus la main pour ne pas dépendre d'étrangers, et c'est aussi important pour le respect de la vie privée, parce que si vous accédez à des serveurs à l'extérieur de l'Europe, bah, ils sont pas forcément soumis aux lois européennes, et en plus, bah, des organisations gouvernementales de sécurité peuvent avoir accès aux données qui trafiquent en fait dans leur réseau. Et donc, même si c'est pas complètement propre avec DNS for EU, puisque vous avez un DNS européen, donc peut-être vous avez des services gouvernementaux qui peuvent accéder d'une manière ou d'une autre avec des espèces de portes dérobées à ce qui se passe en termes de trafic sur les DNS, mais au moins ce sont des services européens, donc des services connus de l'Europe. C'est pas des services comme la NSA ou d'autres choses comme ça, qui sont pas des services qui sont censés en tout cas intervenir sur des citoyens européens. Donc voilà, ça a cet intérêt-ci. C'est pas parfait dans l'implémentation, c'est pas parfait dans la manière de faire. Il y aurait eu probablement d'autres manières beaucoup plus ouvertes de déployer des services DNS européens, mais au moins c'est une initiative qui permet de redonner à l'Europe, on va dire, une certaine souveraineté, si c'est comme ça qu'on veut l'appeler, mais en tout cas renforcer la souveraineté, puisqu'on a quand même en Europe des prestataires qui sont capables de faire de l'hébergement, de l'infra, enfin des choses vraiment, il y a des data centers qui sont assez pointus, donc on est capable en Europe d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir un réseau européen. Et c'est important pour à la fois les citoyens, les gouvernements, d'avoir une infrastructure européenne, et donc de pouvoir gérer, entre autres, un des piliers de l'Internet, qui est le service de DNS en Europe. Voilà. Normalement, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir. N'oubliez pas les DNS privés, c'est important de passer par des DNS privés plutôt que passer par les DNS clairs, donc les DNS sur port 53. C'est aussi un gage en termes de respect de la vie privée. Ça permet d'éviter aux opérateurs de voir ce que vous faites, et de toute façon, personne ne devrait savoir ce que vous faites sur Internet. Voilà, c'est une zone, on va dire, ouverte, Internet, où vous pouvez apprendre, où vous pouvez partager, et à partir du moment où on vous bloque certains accès à Internet, quelque part, on vous censure, et la censure n'est jamais bonne. Surtout si elle n'est pas expliquée, surtout si c'est assez arbitraire, surtout si on vous enlève des pans d'Internet sans vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est pas des bonnes idées. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des services DNS aussi neutres que possible, dans le respect évidemment des lois du pays dans lequel vous résidez, même si les lois sont parfois discutables, ça reste des lois qui ont été votées, au moins il y a ça, mais en tout cas, des services qui sont complètement respectueux et complètement transparents, on va dire, sur leurs réponses, parce que si vous accédez à des services un peu menteurs, c'est problématique pour tout ce qui est, en tout cas, censure et respect des vies privées. Voilà, j'espère en tout cas que ce sujet vous aura intéressé, que vous avez vu maintenant l'existence de ce service européen, peut-être vous aurez envie de l'essayer, c'est gratuit. Vous le mettez en place, vous regardez si ça répond bien, si les latences sont bonnes, si ça correspond à vos besoins. Si c'est pas le cas, vous rebasculez sur autre chose, ça coûte rien, donc autant essayer et autant se faire un avis par soi-même. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!